toujours facile de finir la journée de cette façon-là. Moi, en fait, la présentation qui va être faite, c'est compressée pour pas trop vous épuiser, en fait, va surtout s'appuyer sur des exemples concrets. À vrai dire, le propos que je vais développer va être à l'épreuve du réel. C'est-à-dire que quand il s'agit de fabriquer quelque chose, qu'est-ce qui se passe et est-ce que les théories arrivent à tenir dans la fabrication? Alors, c'est vrai que par rapport à Deleuze, le dernier ouvrage sur le cinéma de 85, donc en fait, on est juste au moment où il commence à se passer des choses vraiment intéressantes. Au niveau du spectateur, les spectateurs commencent à intégrer la grammaire filmique, et donc ça demande au réalisateur de jouer avec sa grammaire filmique, parce que les attentes maintenant sont connues, on connaît les principes, et puis il faut réussir à jouer avec. Et puis comme Christophe l'a dit, alors je vais être beaucoup sur ton chemin, donc on va repasser un peu par les mêmes balises. Arrivé au 21e siècle, pardon, tu l'avais indiqué, il y a des décors virtuels, et puis il va y avoir aussi d'autres formats, et aussi un grand changement important, c'est que tout le monde est producteur d'image. C'est-à-dire qu'on n'a plus en fait le cinéma comme étant quelque chose de privilégié à un petit nombre, mais tout le monde va pouvoir faire vers son film. Et pour questionner donc les différentes étapes théoriques, je vais prendre un exemple particulier qui est celui du film à 360 degrés, qui va justement poser des questions de façon assez nouvelle. Alors, comme exemple concret, je vais m'appuyer sur un film auquel nous avons participé. Alors, c'était avant le Covid. C'était un film dans les années 20, comme on dit maintenant. En fait, pour ma génération, si on dit les années 20, c'est un peu étrange. C'est quand même dans les années 20. On avait monté avec Marc Caro, le réalisateur Marc Caro, un projet de web-série. Et l'idée, c'était d'en faire le pilote. Et donc, le décor a été réalisé dans notre école. Et alors, l'idée du film, c'est d'avoir une navette spatiale dans laquelle il y a deux personnages, une femme pilote, et puis un savant un peu fou, et un robot. Et ils s'envolent vers la Lune, et puis ils sont en communication avec la Terre, et la Terre leur donne des ordres contradictoires, et puis évidemment, tout ne se passe pas très très bien. Alors, ce qui est particulier par rapport à ce projet, c'est que c'est un décor complet à 360 degrés. Ça, c'était plutôt rare. Enfin, au moment où on a fait l'inventaire justement de ce qui existait à l'époque, on n'avait pas trouvé d'équivalent. Le fait d'avoir un décor complet, fermé à 360 degrés. Il y avait des exemples avec des décors non plafonnés à 360 degrés. Là, c'est trop facile de rajouter des effets spéciaux avec un décor non plafonné. Pour nous, c'était le premier décor complet. Alors, évidemment, 360 degrés, ça pose beaucoup de nouveaux problèmes, et en particulier, donc on va donner évidemment l'illusion au spectateur de franchir la ligne de partage de temps, comme disait Svoboda, d'être de l'autre côté de l'écran, d'être dans l'espace diégétique, mais en fait, c'est pas exactement vrai dans ce format-là. Le spectateur est un peu comme un voyeur, et souvent le voyeur j'ai aussi référence par rapport à Fenêtre sur cour, qui est abondamment commenté justement dans la littérature de deuxième, et avec cette position comme ça, et avec cette rupture justement des liens sensorimoteur. Alors, pour revenir à la contrainte du décor à 360 degrés, c'est que évidemment la transposition de la grammaire filmique ne peut pas se faire très difficilement. La première chose, c'est qu'on n'a pas de cadre. Donc, ça veut dire que toute la grammaire liée au cadre, les valeurs de plan ne peuvent pas s'appliquer de la même façon. La composition des plans ne peut pas s'appliquer de la même façon. Et les déplacements et, au-delà de ça, le montage également va poser problème. Donc, il va y avoir tout un défi de réalisation et de mise en scène. Et ce qui fait que, en fait, le montage, la composition et le montage va être délégué à la façon dont on va diriger les personnages à l'intérieur de la scène. C'est-à-dire que quand on va vouloir faire un gros plan, par exemple, il va falloir demander aux acteurs de s'approcher de la caméra. Si on veut faire un plan d'ensemble, il faut leur demander de s'éloigner.
tout ça dans un espace qui est très contraint au niveau physique, puisque en fait, il y a une autre donnée particulière qui est celle de la définition même de la caméra et après des objets de restitution, qui ne permettent pas d'éloigner trop justement les personnages, sinon on n'a plus d'empathie avec eux. Et donc finalement, on a à l'arrivée comme une scène théâtrale qui s'enroule. Donc là, on retrouve la figure de l'enroulement. Donc on peut presque parler de frontalité circulaire à l'intérieur de cet espace. Alors juste comme ça pour rappel, c'est vrai que la question de la grammaire filmique, c'est l'organisation du temps à l'intérieur de l'histoire et surtout la position du spectateur par rapport au déroulé de l'histoire. En fait, il faut savoir si le spectateur est en avance par rapport aux événements qui se déroulent. Et dans ce cas-là, on pourra avoir un peu ce qu'on pourrait appeler l'effet guignol, c'est-à-dire attention aux gendarmes. Le spectateur sait qu'il va y avoir quelque chose très bien à l'avance. Si on est synchrone, on va pouvoir trouver plutôt dans les films de suspense, d'horreur, etc., ou en retard, où les événements sont déroulés, et puis le but, c'est de rattraper la connaissance que l'on peut avoir justement des événements. Et tout le jeu de la narration et du montage, c'est de jouer, de maîtriser ces événements-là. Alors, quand on est dans un espace immersif à 360, en fait, on a peu de références théoriques par rapport à ça. Il y a essentiellement Jessica Brilla qui a proposé une théorie du montage probabilistique en disant on va essayer de trouver des points à l'intérieur de l'espace circulaire qui est autour de nous et par cette façon-là attirer l'attention du spectateur et dire bah, c'est par là que c'est par là, c'est par là. Et donc d'une certaine manière refaire une sorte de montage spatial à l'intérieur de l'image. Alors pour illustrer ça, il y a un film qui est tout à fait intéressant, un petit court-métrage qui s'appelle Lock Your Doors et qui permet de voir dans une configuration très efficace comment peuvent se dérouler les choses. Alors le pitch il est très simple, c'est une femme est dans son appartement, il y a un assassin qui rentre et c'est un jeu comme ça de visibilité de ce qu'ils vont se voir. Je ne sais pas si ça tombe. Et puis alors quand il s'agit de concevoir à 360, la grande question, c'est comment finalement on storyboard les choses. On arrive à prédire le mouvement des personnages. Et par rapport à ça, alors il y a plusieurs solutions. Par exemple, il y a celle de la vision zénitale ou de l'écuyer rectangulaire. On développe le 360, on le projette sur un rectangle. Et puis à partir de là, on voit, on arrive à anticiper les mouvements. Alors ce qui est très intéressant, on va peut-être rester là-dessus, par rapport à ce dispositif, c'est que en fait, c'est vraiment la façon dont on va regarder le film qui va déterminer si on est en retard, en avance ou synchrone par rapport à l'action, selon que l'on va regarder l'assassin, la femme qui va être assassinée ou une autre personne qui va entrer dans la maison. Et puisqu'ils sont chacun sur des axes différents, donc quand on regarde à l'ouest, en fait, on peut rater ce qui est en train de se passer à l'est au même moment. Et finalement, on ne sait pas que l'assassin est derrière nous, et alors qu'on est en train de suivre les mouvements de la femme. Ou au contraire, on va suivre l'assassin et on ne va pas savoir si la femme est toujours là ou pas. Donc cette répartition spatiale oblige finalement le spectateur à déterminer son montage presque, avec des effets, c'est ce qui est très réussi aussi dans ce petit court-métrage. Quand les personnages se rapprochent de la caméra, on a des effets d'empathie qui fonctionnent très très bien. Et, donc, on peut dire que chaque vision, finalement, est une vision renouvelée et un spectacle nouveau que l'on pourra voir. Et chaque personne a sa propre vision du film. Si on avance. Donc ça, c'est une modélisation de l'appartement. Et ce qui est intéressant, c'est en fait, de voir les zones visibles et les zones invisibles. Et on voit la façon dont ont circulé les personnages, on voit où ils ont pu se cacher, et on peut commencer à mettre en place finalement ce qu'on pourrait appeler du hors la vue ou de l'ombre visuelle. J'aime bien utiliser ce terme d'ombre visuelle qui va dissimuler les personnages. Alors ça nous amène à l'élément le plus important, peut-être le plus fondateur de notre propos, c'est la question du hors-champ. Et c'est vrai que là, pour le coup, dans Deleuze, c'est pas très bien
raconter. Donc, en fait, il y a le hors-champ classique, c'est celui qui est en dehors du cône de vision de la caméra. Quand on est à 360 degrés, c'est une sphère. Et donc, on pourrait dire un peu rapidement que le hors-champ n'existe plus puisqu'on est capable de voir de partout. Et en fait, on voit que ce n'est pas le cas puisqu'on arrive à déterminer justement les zones qui ne sont pas vues, qui sont hors la vue. Et ça va poser voilà, des questions d'organisation pendant le tournage qui sont assez redoutables puisque, en fait, si le hors-champ est toujours et souvent décrit dans les livres parlant de cinéma comme ce qui se passe en dehors, etc., il y a vraiment deux aspects qu'il faut retenir. C'est le hors-champ pour le spectateur, c'est évidemment l'extension dans son imaginaire de l'espace qui lui est proposé, mais c'est également le lieu de la technique. C'est intéressant de passer de l'autre côté finalement de la caméra et de se dire mais oui, le hors-champ, c'est là où je mets ma technique, c'est là où je peux investir les lieux de la technique. Donc dans la préparation du tournage, ça a été évidemment un défi de savoir où mettre le hors-champ. Alors, une autre différence aussi par rapport à ce que dit Deleuze, alors, par rapport aux experts deleuziens, pour me corriger si je me trompe ou si j'ai mal vu, mais la dimension sonore est pas beaucoup abordée, en fait. Elle est assez pauvre, le commentaire sur le son. Et la question du hors-champ, et elle est un peu datée, je dirais, par rapport, mais c'est normal par rapport au moment où ça a été écrit, puisque, en fait, le hors-champ ne détermine pas, contrairement à ce qui a été écrit, juste l'image et le son, puisque le son s'échappe du hors-champ. Et particulièrement à partir des années 80, justement, quand le son 3D s'est généralisé, en fait, on était au cinéma, à la maison, dans une image qui pouvait être cadrée, mais dans un son qui, lui, était complètement englobant. Et c'est intéressant pour ça de relire Chion, puisqu'on voit Michel Chion, dans son livre L'Audiovision, décrit son cheminement où il comprend qu'effectivement le son sort de l'écran et ça le gêne beaucoup au départ. Il est vraiment très très embêté et puis il dit la stéréo, c'est plus du cinéma, c'est n'importe quoi. Finalement, et puis arrive le 5.1, puis arrive le son 3D. Donc là, il faut bien admettre qu'effectivement, on a un débordement de l'espace visuel par le son et que le son est dans ce hors-champ. Alors, pour le décor, pareil pour la question technique, l'idée, c'était de montrer, de visualiser, de rendre tangible ce hors la vue, de pouvoir le calculer pour pouvoir ensuite travailler avec. Donc là, c'est une chose qui a été faite avec les isovistes. En fait, c'est une technique de lancer de rayons. On fait un croisement géométrique entre ce qui est vu et ce qui n'est pas vu. Voilà. Et puis, alors, l'autre question qui se posait derrière et qui couvre ce type de médias, c'est la gestion du temps. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, on commence à dire, on remet en cause le montage, on commence à jouer avec la chronologie, mais on peut aussi vraiment se dire, mais on peut incorporer plusieurs temporalités. Ce serait une question de base, est-ce qu'on peut incorporer plusieurs temporalités à l'intérieur d'un espace géométrique? Alors, dans l'histoire de l'art, c'est vrai que c'est une question qui a été traitée, qui est un peu troublante, parce qu'on ne sait pas toujours détecter les multitemporalités à l'intérieur d'une seule image. Alors, il y a l'hypothèse, effectivement, que cela ait pu déjà exister dans les grottes ornées, mais ça, c'est une hypothèse d'Azema. Sinon, il y aurait les calapates égyptiennes, où effectivement, on a des décompositions de mouvements à l'intérieur même d'une seule image, et puis on va arriver voilà. Voilà, exactement, voilà. C'est là qu'on se recroise. Voilà. Donc c'est voilà. Et, voilà, qui est à trois moments différents. Et en fait, on a Salomé. Et effectivement, on est à trois moments, trois moments différents, voilà, à l'intérieur du même espace. Et puis après, bon, très rapidement, on peut. Oui. Et puis, bon, évidemment, on va retrouver Duchamp, la chronophotographie, on va
retrouver le futuriste italien avec Boccioni. Et puis Tintin, cette fameuse planche de Hergé qui a été beaucoup commentée aussi et qui est vraiment très, très, très extraordinaire dans sa façon de décrire le mouvement. Enfin, oui, vous connaissez ces gammes. Alors, il y a une chose à faire. Alors, je vais passer de deux. Alors, le temps multiple, on va le retrouver aussi dans. Est-ce que ça joue le court-métrage? Dans ce court-métrage de Caro et Jeunet, justement, réalisé en 95, qui s'appelle Temps mort, et qui en fait montre ce que l'on a appelé plus tard l'effet Matrix. En fait, ils tournent autour d'une fontaine, l'eau est arrêtée, l'eau de la fontaine est arrêtée, puis eux-mêmes tournent autour de la fontaine. Donc on a cet effet de plusieurs temporalités à l'intérieur de cette même image. Mais vraiment, la référence, c'est celle-ci pour nous, c'est celle des panoramas. Donc les panoramas qui ont été remplacés par le cinéma à l'orée du XXe siècle et qui dans celui-ci, dans le panorama de Reichshoffen, de la bataille de Reichshoffen, en fait, on a dans ce même espace le déroulé de la bataille. Donc, selon que l'on regarde à droite, à gauche, au centre, on va avoir un temps différent et on va avoir vraiment une narration qui va se répartir dans l'espace. Alors, dans des propositions à 360 degrés, on a celle-ci qui est intéressante, Paintings, où en fait, on suit une histoire qui va se développer autour de soi. Mais si on tourne la tête à contre-courant, si je puis dire, en fait, on va remonter dans le temps et on va continuer de voir l'histoire, mais un peu comme un fantôme qui devient évanescent. Donc, finalement, on peut remonter le cours du temps, retourner dans le passé, voir ce qui s'est passé, mais ce passé disparaît au fur et à mesure, il s'évapore comme la mémoire. Et puis, je voulais évoquer aussi, parce qu'on est beaucoup dans des considérations figuratives. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est de participer à des expériences non figuratives, justement immersives, comme celle de Jan Borle, par exemple, qui sont aussi des narrations spatio-temporelles tout à fait surprenantes, assez inattendues, et qui, moi, m'ont permis justement de franchir des étapes intellectuelles sur la question du temps multiple et de l'espace multiple à l'intérieur d'un espace immersif. Alors, le cinéma 360, maintenant, il commence à être dépassé, c'est-à-dire il vient de sortir et puis déjà c'est obsolète en fait. Donc, on est déjà à avoir des propositions qui sont différentes, où on est vraiment physiquement dans l'espace diégétique, où on peut commencer à participer et à interagir avec le récit qui se déroule autour de nous. Alors, quelques exemples là, et le plus intéressant, enfin, celui que je trouve vraiment fascinant, c'est celui-ci, Gloomy Eyes, où en fait on a l'espace du récit qui est devant soi, un peu comme une maquette qui serait posée à l'intérieur d'un espace, et on va s'approcher et d'une certaine manière on va composer, on va suivre la narration et composer son plan de façon interactive, puisqu'on va s'approcher des personnages, on va les entendre, donc, et selon la taille, l'échelle à laquelle ils vont être rendus, on va comprendre qu'on est sur un gros plan, puisque le personnage sera très grand par rapport à nous, ou alors on va avoir un plan d'ensemble, parce qu'on va avoir l'ensemble du site, par exemple, où les personnages sont tout petits, et alors que l'on marche tout autour, et voilà. Donc cette façon d'être dans le lieu et d'interagir avec le lieu, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, intellectuellement et conceptuellement. Donc Christophe a montré tout à l'heure des espaces, et en photo, en fait, il n'a pas montré la peinture en élévation telle qu'on les voit habituellement, mais vraiment telles qu'elles sont dans le lieu. Et là, c'est aussi un franchissement qui est tout à fait intéressant à faire, c'est de se dire que finalement, tout ça s'accompagne de spatialité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas détacher ce que l'on voit de l'intérieur, et je crois que ce concept de l'image habitée, de l'image lieu, elle est vraiment là. C'est-à-dire que c'est l'image dans son contexte et comment on parvient dans cette image.
Donc, au niveau des panoramas, je viens toujours revenir sur des techniques anciennes et particulièrement les panoramas. C'était mis en scène de façon très très précise et on le sait, on connaît l'intentionnalité parce qu'il y a un brevet qui est derrière et on dit on va entrer dans un couloir sombre, donc il y a un effet comme ça sensoriel qui est mis en place. On entre dans un couloir sombre et puis on va ressurgir et là on va être ébloui effectivement par le retour de la lumière et ébloui par le spectacle que l'on va voir. Et, on en est où? Oui, c'était ça. C'était pour revenir à la question du corps, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure. Et effectivement, la nouvelle question qui se pose et qui n'était pas une question cinématographique auparavant, c'est dans quel corps je viens regarder ces œuvres. Maintenant, ça se pose réellement. C'est-à-dire que quand on commence à être en immersion, quand on est dans un espace à 360 degrés complètement immersif dans lequel on peut se promener, on incarne quelque chose. Et finalement, des questions commencent à se poser de dire est-ce que je dois presque m'habiller d'une certaine façon, me comporter d'une certaine façon dans l'œuvre dans laquelle je vais être. Et évidemment, on a des sollicitations comme celle de Notes of Blindness, où on perçoit le monde à la manière d'un aveugle. Donc finalement, comme ça reste visuel, on a l'interprétation des sons, l'interprétation visuelle des sons, ou alors on a le premier film qui a été présenté à Cannes, premier film immersif présenté à Cannes qui a été Carnegie Arena, où on est un migrant mexicain en train d'essayer de passer la frontière. Et là, on est vraiment ce migrant. L'idée, c'est de vraiment être dans l'incarnation justement du personnage. Et pour ça, non seulement on a les casques qui permettent de voir le paysage autour, mais il faut être pieds nus, on marche dans du sable, donc il y a une expérience sensorielle qui est totale par rapport à ça. Alors, on n'est pas obligé peut-être de déployer tout, mais en même temps, c'est vrai qu'on peut on peut se dire que le contexte, encore une fois, pour regarder le film, alors ça, c'est quelque chose aussi c'est une question très très intéressante. La façon dont on regarde le film, c'est une question d'architecture, mais pour moi, c'est aussi une question de cinéma et de son, évidemment. Oui, regarder dans la mer, dans la piscine, mais il y a une question, je ne sais pas, quand je vais vous la décrire, vous allez vous dire, mais oui, évidemment, j'aurais dû m'imposer avant. On sait comment on entre dans un cinéma, on sait le protocole cérémoniel dans lequel on va dans une salle de cinéma. Vous voyez toute l'importance que ça a, l'odeur du popcorn, les gens, l'attente, le couloir, etc. Mais comment on en sort? En fait, on est éjecté d'une salle de cinéma, on se retrouve dans les poubelles, dans la rue de l'arrière. Enfin, c'est assez indigne. Et c'est vrai que cette façon d'entrer et sortir est une vraie. Et en plus, donc, mais la question de l'entrée-sortie est importante. Alors, toutes ces questions maintenant, elles irriguent de nouvelles pratiques que l'on peut avoir en conception, en enseignement et puis en loisirs, qui sont la possibilité que l'on a d'utiliser ces outils pour l'immersion. On a vu qu'à distance c'était compliqué, mais là on se repose des questions par rapport à ça et surtout par rapport à l'enseignement, puisque on en a plein les journaux là de métavers avec plutôt une campagne contre, mais c'est plutôt une campagne contre Facebook qu'autre chose. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que ouais. C'est compliqué à cause de la mauvaise gestion de l'espace et en fait, on a une sortie de cinéma pour ces expériences-là. Voilà, c'est ça. Et puis pour là recroiser ce que tu disais, effectivement, quand on est plus que donné, en fait, c'est intéressant de rappeler que les premiers ouvrages, peut-être c'est celui-ci, Simulacron 3, qui décrivait un monde dans lequel on pouvait s'immerger. Donc quand on le lit ou quand on voit le film qui a été adapté après, on reconnaît Westworld, on reconnaît Matrix, mais la source est ici, effectivement, avec ce trouble qui est créé de dire
à quel étage, à quel niveau je suis finalement dans mon niveau de perception. Et en même temps, il est quand même important de se dire que nous sommes dans un univers de récits. Bon, Jacques redéveloppera derrière par rapport à ça. Mais j'aime bien cette phrase de Berthoz qui dit que finalement le privilège de l'homme est, dans une certaine mesure, de pouvoir créer des mondes, d'avoir au moins l'illusion qu'il peut échapper à son univers. Comme si notre préoccupation permanente, c'était d'échapper dans le monde réel dans lequel nous sommes pour aller vers un monde de récit, un monde imaginaire. Un monde duquel il faut réussir à revenir, évidemment, parce que c'est encore la question de la sortie de cinéma, avec cette fameuse phrase de Magicien d'Oz, quand elle revient, There's no place like home, où effectivement ce thème du retour extrêmement important, et il va conditionner toutes les réussites des expériences immersives que l'on peut créer. C'est-à-dire, si vous regardez autour de vous, là où ça ne marche pas, dans les musées, là on vous dit, ah oui, on a mis des casques, ça ne marche pas, oui, on a... Parce que tout ça, c'est que, évidemment, l'environnement spatial qui a été créé n'est pas adapté, ne permet pas d'aller facilement, et surtout ne donne pas un retour sécurisant. Le retour doit être sécurisant. Et c'est un peu comme quand on est au théâtre et que finalement on réalise que notre voisin commence à avoir un comportement bizarre et on ne sait pas trop si c'est dans la pièce ou pas, et que on ne sait pas quoi faire. Et là, on est dans un vrai sentiment d'insécurité. Il n'y a plus de filtre, voilà. Et là, on a franchi peut-être la ligne de partage des autres. Voilà.